Musicien, une série de podcasts composés. Conception et composition, Eric Maestri. Production, F Studio F. Lucia Peralta, altiste. Je suis d'origine colombienne et je viens d'une famille de musiciens. En fait, ma mère était pianiste, elle est pianiste. Elle était professeure au conservatoire à Bogota. Donc c'est une famille où la musique avait beaucoup d'importance. On écoutait toujours, depuis que je m'en souvienne, on écoutait le grand répertoire symphonique. Évidemment, j'entendais ma mère jouer au piano. Et puis je me rappelle même, un de mes premiers souvenirs, elle était accompagnatrice d'une classe des chants. Donc je me rappelle que je l'accompagnais, j'étais là assise sur ma petite chaise à écouter les chanteurs. Et ça, je crois que déjà à cette époque-là, ça m'a fascinée. Elle m'a amenée au conservatoire. J'ai parcouru ces couloirs qui me paraissaient immenses à l'époque. Je pense que j'avais peut-être 4-5 ans à cette époque-là. Donc j'ai eu un contact avec la musique assez tôt, on va dire. Et un jour, je me suis retrouvée avec un violon dans les mains. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que mes parents ont eu l'occasion d'emprunter des violons qui étaient dans la famille. Donc, je me suis retrouvée avec un violon dans les mains, à prendre des cours de violon. Et bon, ça s'est passé plutôt bien. J'étais plutôt douée. Donc, j'ai fait mon petit chemin avec les violons. Il faut imaginer aussi la Colombie, à cette époque-là, il y avait une vie musicale, il y avait des concerts symphoniques, il y avait des récitals, mais évidemment pas avec la même profusion de ce qu'on peut trouver dans une capitale, comme à Paris ou dans les grandes capitales. Donc chaque concert là-bas avait quand même un petit caractère d'événement. Donc c'était le concert symphonique de la semaine. À une époque, j'allais vraiment toutes les semaines écouter l'orchestre philharmonique qui donnait des concerts pas très loin de là où j'habitais, près de l'université. Et c'était un peu une fête, chaque concert quand même, je me rappelle. C'était un peu dans une ville où, où la vie était plutôt calme du point de vue des événements. Je me rappelle que les concerts étaient un moment important de ma vie, à l'écouter. Et puis j'écoutais beaucoup quand même quelques-uns des grands interprètes. Je me rappelle d'une tournée des musiciens de l'orchestre philharmonique de New York. Ils ont fait une tournée en Colombie. Et effectivement, là, j'étais assez frappée par les niveaux de ces solistes, qui étaient quand même bien supérieurs au niveau qu'il pouvait avoir un orchestre en Colombie. Je me rappelle d'une tournée aussi d'un orchestre de Leningrad, ça s'appelait encore à l'époque, l'orchestre de Leningrad qui est venu à Bogota. Des récitals aussi, aucun en particulier que je puisse citer. Mais en revanche, je me rappelle très bien, ça c'était un petit peu plus tard, quand j'avais vers 15 ou 16 ans, il y a eu une pianiste en Colombie qui a organisé un premier festival de musique contemporaine. Elle a organisé le festival de musique contemporaine à Bogota. Et là, j'ai entendu pour la première fois des choses comme Pierrot Lunaire, la Sequenza de Berio pour voix. Elle avait fait venir, je me rappelle très bien, l'ensemble Contre-Champ et un ensemble anglais, Lontano. Je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs, dirigé par une femme, par une cubaine, Odaline de la Martinez. Elle avait invité Kaya Sarriao, Jean-Baptiste Barrière, enfin vraiment des gens importants dans les milieux de la musique. Et pour moi, c'était une vraie révélation. Parce qu'il faut se dire que la musique contemporaine à Bogota, la musique contemporaine à Bogota n'existait pas. Disons que le répertoire, ce qu'on entendait dans les salles, était extrêmement traditionnel. Je me rappelle justement qu'ils avaient fait des masterclass, sans doute pour les étudiants du conservatoire, et ils avaient fait des photocopies de leurs partitions, en nous disant bien entendu de les détruire. Et évidemment, je me suis empressée de les garder, et j'étais assez fascinée déjà pour tous ces signes, ces notations que je ne connaissais pas. Déjà, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais
j'avais été assez intriguée par tout ça, intriguée par cet univers. J'étais assez jeune, oui, mais à cette époque-là, déjà, je savais, enfin, je m'étais même pas posé la question de faire autre chose dans ma vie que la musique. C'était assez clair que c'était mon schéma. Je faisais que du violon à l'époque. Et puis, un peu plus tard, quand j'avais 17 ans, j'ai eu une bourse de Banco de la República, donc qui est la banque centrale, on va dire, à Bogota, qui donnait une bourse par an à un jeune musicien. J'ai eu la chance de gagner cette bourse, grâce à laquelle j'ai voyagé en Suisse. Je suis partie en Suisse à l'Académie Menuhin, voilà, où j'ai pu passer 2 ans. Alors là, évidemment, grand changement de vie. Tout d'un coup, j'étais au milieu d'une école de très très haut niveau. Et en particulier dans les années où je l'ai fréquentée, il y avait des gens après qui ont fait des carrières solistes, internationaux, etc. C'était assez gros contraste avec ma vie à Bogota. Bon, finalement, c'était un tout petit milieu. Puis tout d'un coup, j'arrive là-bas, donc je découvre énormément de musique des chambres à cette époque-là. Tout le répertoire essentiellement romantique, puisque bon, principalement on jouait de Brahms, Schumann, etc. Voilà. Et donc quand je finis, ma bourse était terminée, et donc je suis venue à Paris, encore avec les violons dans les mains. Et c'est en France que j'ai découvert l'alto. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire un stage d'alto. Je me suis dit, en fait, ça me plaît beaucoup. J'adore le son. Je me retrouvais beaucoup plus, on va dire, dans la tête d'un altiste, dans la peau d'un altiste, par rapport au rôle qu'on joue. Bon, on caricature un petit peu le violoniste, un petit peu qui se met toujours en avant, etc. Et je trouvais que ça me correspondait pas. Et puis l'autre chose qui me plaisait beaucoup à l'alto déjà, c'était la variété du répertoire, parce que forcément à l'alto, même au tout début, on aborde le XXe siècle, alors que dans mes années d'études, il y avait encore énormément d'enseignants. Je crois que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais on dirait qu'ils étaient bloqués au XIXe siècle. Et ils étaient restés dans les grands répertoires violonistiques, les concertos des Tchaïkovski, et Wieniawski et tout ça, et ils ne sortaient pas de là, en fait. Donc finalement, l'alto, pour moi, c'était aussi une ouverture vers tous les répertoires. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment convaincue dans le fait de ranger les violons, en tout cas pendant un bon moment, et faire de l'alto de façon un peu exclusive. Je crois que quand on est altiste, on est peut-être plus concerné par les timbres que quand on est violoniste. C'est peut-être inhérent à l'instrument. Le fait qu'on se retrouve dans une voix intermédiaire souvent, si on fait par exemple du quatuor à cordes ou de l'orchestre, on est souvent soit avec les violons, soit avec le violoncelle. Donc on est tout le temps en train de chercher à se mêler à ces sons-là, soit comme basse, quand on est la basse des violons, enfin quand on double, je sais pas, un tierce, un sixte, quelque chose comme ça, ou alors quand on est avec le violoncelle. Et donc forcément les timbres s'adaptent à chaque fois selon ton rôle, et c'est quand on fait un quatuor à cordes, d'une note à l'autre, tu es avec l'un ou tu es avec l'autre. Donc il y a cette écoute là qui est, je dirais, obligatoire pour un altiste, qui finalement, quand tu es violoniste, tu t'occupes de jouer joliment, avec juste, etc. Et tu as beaucoup moins ce rôle de devoir t'adapter aux autres. Il y a beaucoup plus, voilà, cette conscience du son et de la transformation du timbre qui est là. Peut-être aussi lié au fait que les altos, contrairement au violon, il y a une plus grande différence de taille d'instruments, un instrument plus grand, plus petit. Et du coup, qui entraîne aussi une grande différence de type de timbre. Tu peux avoir des petits altos qui sont un peu plus faciles à jouer, mais les timbres moins larges, moins riches qu'un alto plus grand, qui pour le coup peut être un peu plus difficile à jouer.
j'ai eu des moments de doute. Justement, je crois que autour de mon passage du violon à l'alto, je crois que c'était aussi lié à des moments où je doutais un peu. Peut-être, je me demandais où j'allais, comment j'allais pouvoir continuer. Effectivement, j'ai toujours beaucoup aimé les langues. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fascinée. Je passais beaucoup de temps à apprendre des langues. L'allemand, le russe aussi, l'italien, etc. Ça m'a toujours intéressée. Donc à un moment donné, je me suis un peu posé la question, mais finalement, je crois que ces questionnements, c'était important de me le poser, mais finalement pour me dire non, en fait, vraiment, je veux continuer avec la musique. C'est là où je suis le plus heureuse. Et donc les quelques fois dans ma vie où j'ai eu des options un peu parallèles. J'ai vite laissé tomber. Je me rappelle par exemple quand j'étais jeune en Suisse, la directrice du festival Menuhin, elle m'avait un petit peu repéré. Je pense que j'ai toujours eu une sorte d'essence pratique. Donc pendant les festivals, elle m'avait embauchée pour aider un peu comme chargée de production. Et comme j'étais assez débrouillarde, elle m'avait proposé de le faire vraiment à l'année, de prendre beaucoup plus de temps. Et je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais dit non, je ne veux pas faire ça. Je le fais ponctuellement. Mais si je laisse tomber la musique pour me consacrer à faire en sorte que les musiciens, pour être autour de la musique, je vois que je vais toujours avoir ce regret justement de pas être sur scène, de pas être moi qui joue. Cette envie-là était quand même très forte, donc j'ai dit non. De la même façon, j'ai dit non à d'autres options que j'ai eues, qui se sont présentées dans ma vie où j'aurais pu effectivement bifurquer. Quand j'ai commencé à m'occuper de l'itinéraire avec Grégoire Lorieux, je sentais quelque part que ce moment était arrivé. Parce que mon parcours de musicienne était déjà suffisamment rempli. J'avais vraiment déjà fait beaucoup de choses, j'avais eu beaucoup d'expérience. Donc là, pour le coup, c'était un vrai plaisir, un challenge aussi, une responsabilité aussi de dire, bon, maintenant, je m'occupe pas seulement de jouer, mais de créer les conditions pour pouvoir jouer. Mais c'était vraiment quelque chose qui arrivait sur le tard. Donc finalement, non, je crois que la musique a toujours été quand même quelque chose comme une colonne vertébrale. Alors après la Suisse, c'était un petit peu... là, je me souviens d'avoir vécu quelques mois un petit peu difficiles. Paris n'est pas une ville très accueillante quand on est un étudiant étranger, dans un premier temps. Je me rappelle des premières rencontres de mes camarades d'études. Il y avait beaucoup de gens qui étaient quand même assez enfermés sur eux-mêmes. Très différent de ce que j'avais vécu en Suisse, qui était vraiment une école complètement internationale, où il y avait des gens de tout le monde. Paris, c'était encore quand même très, très centré axé sur... les gens un peu centrés sur eux-mêmes, sur les milieux français, franco-français, même si évidemment j'ai rencontré des personnes formidables aussi, et c'était très bien, mais ça a pris plus de temps. Donc le temps de vraiment déjà maîtriser la langue, comprendre tous les codes, les fonctionnements, etc. Et ça m'a pris plus de temps. Mais petit à petit, le temps a fait son œuvre, et puis je finis par arriver à ces moments où ma langue maternelle était presque devenue le français. Où j'avais vraiment plus des limites de ces points de vue-là. Et voilà, et j'étais ici jusqu'au jour où je regarde en arrière et je me dis, j'ai passé plus de temps à Paris que dans n'importe quel autre endroit du monde. Donc voilà, c'est toujours ce double aspect. Je suis ici parce que j'ai passé plus de temps que n'importe où ailleurs. Et pourtant, il y a toujours cette chose qui me dit je viens pas d'ici, j'ai un autre regard sur les choses. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui m'accompagnera toujours. Je crois que depuis que j'étais toute petite, je me préparais un peu à faire ces grands sauts de quitter mon pays. Donc
Oui, bien sûr, ma famille me manquait un peu. Voilà, c'était un peu... Oui, je peux avoir des moments difficiles, comme toute personne qui quitte son pays, je pense. Mais finalement, je crois qu'elle a envie d'aller de l'avant et de découvrir de nouvelles choses. J'étais tellement émerveillée par chaque nouvelle chose que je découvrais, que très vite, bon, voilà, je commençais à me dire non, mais ma vie est ici en fait. Et donc peu de temps après, je suis rentrée au Conservatoire de Paris, chez Jean Sulem. Et là, c'était aussi peut-être quelque chose qui m'a un peu commencé à orienter vers les contemporains, puisque Jean Sulem avait été l'altiste de l'ensemble intercontemporain au début, un des premiers, je crois. Donc pour lui, le répertoire d'aujourd'hui, on l'abordait exactement de la même façon que tout le reste, que le baroque ou le romantique. Donc petit à petit, il y avait comme un schéma qui était en train de s'ouvrir, de s'orienter. Je me rappelle aussi, quand je suis rentrée au conservatoire, on pouvait choisir les séries d'orchestre. Je me rappelle d'avoir... on donnait des préférences, et je me rappelle d'avoir choisi quasi exclusivement tout ce qui était contemporain. Donc on a fait des choses avec l'intercontemporain. Par exemple, on a fait Gruppen de Stockhausen avec le compositeur dans la salle, avec les 3 orchestres dirigés par Boulez, Eötvös et Robertson. Donc c'était une chose quand même assez marquante. Symphonia de Berio et beaucoup de choses qu'on faisait en commun avec les gens de l'EIC. Et voilà, donc déjà j'étais intéressée par ça. C'est vrai que j'avais envie de découvrir ça et ça me fascinait quand même. Ce rapport avec la partition, le fait que les choses sont indiquées de façon extrêmement précise. Et pourtant, il faut peut-être plus que dans d'autres choses aller plus loin pour chercher vraiment, pour aller à l'essentiel, pour essayer de voir qu'est-ce qui se dégage vraiment d'une partition écrite. Quand on est interprète, on a l'impression de devoir suivre une liste d'instructions très précise qui est une partition. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et il y a un moment donné où on se dit, bon, effectivement, j'aimerais bien aussi pouvoir... qu'est-ce que je vais apporter ? Et tu vois, quand on est dans l'orchestre, par exemple, où il faut être tellement précis, il faut tellement se mêler au groupe, etc., ce qui est nécessaire pour qu'un orchestre fonctionne, tellement se rallier à une vision des choses. Je crois que si j'avais fait ça toute ma vie, ça m'aurait beaucoup pesé, parce qu'au fond, j'ai quelque chose d'assez indépendant et qui aime bien justement creuser et chercher et peut-être voir comment on peut le faire les choses différemment et justement aller plus dans le côté où une partition est quelque chose à interpréter et il y a plusieurs interprétations possibles. Et puis d'un autre côté, ça peut-être du côté de la musique baroque, où il y a quand même énormément de liberté, l'ornementation, etc. pour un interprète. Et puis, si on parle un peu plus de musique contemporaine, aussi le fait que quand tu reçois une partition, là, il y a un vrai travail d'imaginer les sons, de faire ces liens entre ce que le compositeur a imaginé et ce que toi, tu vas pouvoir produire, et puis tous les variables qu'il peut y avoir dans ces schémas-là. Parce que ce qu'un compositeur a imaginé, c'est pas forcément exactement ce que tu vas pouvoir lui rendre. Et là, c'est là où il y a un dialogue, effectivement. C'est là où, selon avec qui tu travailles, ta part est plus ou moins importante. Mais c'est ça qui me plaisait, en fait. Enfin, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup plu dans la musique contemporaine. Curieusement, mon premier concert, une fois terminé le conservatoire, c'était avec l'itinéraire, et c'était mon premier concert avec l'itinéraire, hasard ou pas, mais il se trouve que
de mes derniers cours avec Jean Soudin, il m'a dit en fait, voilà, j'ai été contactée par Michael Levinas qui cherche un altiste pour l'itinéraire. À l'époque, je connaissais le nom de l'itinéraire, mais sans plus. Hein. Je savais pas trop, connaissais pas trop ce répertoire. Et je connaissais les noms, mais sans savoir trop ce que c'était. Donc, effectivement, ils m'ont contacté. Donc, je fais ces premiers concerts qui étaient l'été d'après mon prix. C'était un concert des lauréats de la Casa Velázquez, dirigé par Alain Louvier. Moi, je jouais dans 2 pièces des pensionnaires de la Casa. Après ce concert, on m'a proposé d'autres concerts, toujours avec l'itinéraire. Déjà, ça c'était un concert dirigé, mais j'ai eu plusieurs concerts de musique des chambres, déjà, où j'avais déjà beaucoup plus à jouer. Et au bout d'un certain temps, Michael m'a proposé de faire partie officiellement de l'ensemble. Et bien évidemment, j'étais ravie et j'ai accepté tout de suite. L'itinéraire était un collectif d'interprètes et de compositeurs. Donc cette formule qu'on a trouvée avec Grégoire Lorieux est un peu une sorte de retour aux sources. Après, je me demande évidemment ces grandes personnalités qui ont fondé l'itinéraire, Lévinas, Muraille, Griset, etc. Effectivement, c'est eux qui sont passés à l'histoire comme fondateurs de l'itinéraire, et c'est bien normal puisque c'était quand même eux qui étaient au départ de la création du groupe. Mais il y avait quand même les interprètes qui étaient là et qui étaient assez actifs, sauf qu'on ne parle plus beaucoup d'eux. Je crois qu'il y avait Pierre Ivarto, il y avait Casalet au corps, Patrice Boquillon à la flûte aussi. Je ne sais pas exactement qui a joué à quel moment, etc. Les cordes, par exemple, je les connais beaucoup moins. Finalement, il n'y a rien à faire. Ce qu'on retiendra de l'itinéraire, quand même, c'est les créateurs. Et je ne dis pas ça pour... je continue à penser que les vrais moteurs, quand même, c'est les créateurs. Mais effectivement... Vous ne pouvez rien faire sans les interprètes, c'est sûr, mais l'énergie créative, elle est quand même dans les mains des compositeurs, je trouve. Oui. Je me rappelle qu'à l'époque où je me suis lancée dans cette aventure, il y avait beaucoup de gens qui étaient très méfiants, extrêmement méfiants sur le rôle que pouvaient avoir les musiciens. Beaucoup de gens qui disaient mais ça ne va jamais marcher, les musiciens il faut qu'ils jouent, effectivement quelque chose d'assez méprisant, d'assez même presque méprisant sur le fait que les musiciens puissent avoir une démarche dans ces sens. Malgré tout, à l'époque, je croyais au temps. Cette phrase, je crois que c'est ce dicton qui dit bon, ça c'est un peu entre parenthèses, mais siediti sulla riva del fiume ed aspetta. Voilà. Je croyais quand même au fait que les choses allaient s'imposer d'elles-mêmes, en remettant des choses au plat, en créant justement une confiance de la part des interprètes. C'est vrai que j'ai été un peu, on va dire, pas missionnée, mais j'ai eu la confiance de mes collègues musiciens pour que je prenne ce rôle-là, et finalement ils ont été heureux puisqu'on a réussi à traverser un moment un peu difficile et à vraiment aller de l'avant, et aujourd'hui l'ensemble retrouver un fonctionnement normal et même faire des choses très excitantes et enthousiasmantes, des beaux projets, des choses qu'on n'aurait même pas imaginées il y a une dizaine d'années. Et là, quand même, effectivement, grâce à Grégoire et à sa personnalité, au fait qu'on a pu établir un dialogue très fructueux, très positif, où il y a tout le temps des allers-retours entre sa pensée de compositeur et mon point de vue d'interprète. Donc, finalement, quand on décide d'un programme, quand on fait une proposition de concert, quand on fait des choix, il y a toujours ce dialogue
entre sa façon de voir les choses et puis mon point de vue d'interprète. Je crois que je suis prête à tout faire. Alors, bon, il y a des cas extrêmes où il faut faire attention de ne pas abîmer l'instrument. Dans ces cas-là, on trouve une solution. Soit on prend un instrument d'étude, comme ça on n'est pas inquiet, ou alors un deuxième archet. Ça, c'est des choses qu'on veut faire, mais je ne suis pas contre le principe de faire des choses si on sent une vraie envie derrière, une vraie volonté et quelque chose qui exige ça. Et pourtant, j'ai fait des choses assez extrêmes. Hein. Je pense à des pièces que j'ai pu jouer où il y a des suraigus pendant très longtemps, ou alors des 3F, des 4F, des 5F qui étaient très exigeants et qui voulaient vraiment des choses très très extrêmes dans ces pièces et qui n'étaient pas faciles, mais en tout cas il y avait toujours une vraie envie derrière qui justifiait qu'on essaye de faire de son mieux pour obtenir ce qu'il voulait, même si instrumentalement c'était pas facile. Je pense aussi à quand j'ai joué la pièce de Michael Levinas, Les Lettres enlacées. Il utilise beaucoup une technique d'unisson, enfin presque unisson puisque c'est un quart des tons. Quand on fait ça à l'alto, c'est déjà une position assez extrême pour la main. Alors il utilise ça dans les quintettes, il y a déjà quelques traits comme ça, j'avais déjà joué le quintette. Quand j'ai abordé la pièce solo, j'ai des petites mains et ça n'a pas été facile, donc ça a été un vrai travail long de préparation. Je me rappelle que, comme on fait des tierces, des octaves, des sixtes à l'instrument, moi je faisais des gammes d'unisson pour vraiment élargir ma main, et je fais ça pendant des mois, sinon j'aurais pas réussi à jouer cette pièce. Donc là je me rappelle de cette pièce comme quelque chose qui m'a vraiment physiquement demandé un effort important. Mes expériences vraiment de presque, on va dire, initiatiques de concert, c'est grisé. J'ai par exemple une des premières pièces d'ensemble que je jouais de lui, jour contre jour, qui commence avec ces battements des cœurs, cette bande là qui se termine, c'est plutôt à la fin. C'est après tout ce qu'on vient de faire, c'est quelque chose de ça te prend vraiment aux tripes d'une façon extrêmement difficile à décrire. C'est une chose un peu presque, je trouve pas le mot, comme ces danses, tu sais, comme pas des transes, mais qui touche quelque chose qui est vraiment très profond, qui va vraiment beaucoup plus loin que la simple écoute d'une partition que tu apprécies, que tu analyses, que tu comprends. C'est vraiment quelque chose de très profond. Ou alors les 4 chants pour franchir les seuils, puisque je jouerai jamais parce qu'il n'y a pas d'alto, mais des souvenirs des concerts avec cette pièce extraordinaire, Vortex Tempo. Ça, par contre, une pièce que j'ai beaucoup jouée, mais à chaque fois, on a l'impression d'un voyage. On commence et on rentre là-dedans, ça dure, 45 ou 50 minutes, et on est en haleine d'un bout à l'autre, que ce soit quand je l'entends à un concert ou quand je la joue. C'est une expérience vraiment très, très forte. Prologue aussi, c'était toute une découverte en fait quand j'ai commencé à travailler Prologue. Évidemment, c'est quelque chose qui s'est fait sur des mois de travail. Je me rappelle d'avoir déjà, peut-être que je peux faire une petite parenthèse sur la musique microtonale, parce que ça, c'est quelque chose qui demande un vrai apprentissage. On apprend les 12 notes, les chromatismes, etc. Et quand on rentre vraiment dans la musique microtonale, on se rend compte que les 12 notes, les frontières commencent à s'abolir un petit peu. Et à un moment, quand on est vraiment dedans,
où on entend l'écart des tons presque comme si c'était des façons aussi claires qu'un musicien va différencier un fa d'un fa dièse. Il y a un moment donné où le fa quart et les fa trois quarts deviennent des entités aussi. Il y a beaucoup de gens encore, dans les gens qui sont pas spécialisés, qui vont dire ah bon c'est un fa un petit peu faux ou un petit peu haut ou un petit peu bas. Quand on arrive vraiment à entendre l'écart des tons et puis même d'autres intervalles. Moi, personnellement, je m'arrête au quart des tons. Je suis déjà bien contente quand j'arrive à entendre précisément un intervalle, un quart des tons. C'est comme si tout d'un coup ta palette des couleurs s'élargissait. Et c'est quelque chose qui va et vient. Dans les périodes où je joue moins des quarts des tons, parce que je suis en train de faire d'autres choses, on le perd un peu. Après, quand je retravaille une pièce comme ça, du coup, je retrouve ces couleurs-là et je me dis ah oui, effectivement. Évidemment, il y a la partie des doigtés, etc., des choses auxquelles il faut réfléchir, qui est un travail de cuisine interne de l'instrumentiste, comme on dit, qui est très important. Et pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que pour travailler une pièce comme Prologue, évidemment, il faut se plonger là-dedans d'une façon un peu presque obsessionnelle, à comprendre cette pièce dans sa structure, ces choses qui te tournent dans la tête toute la journée, les notes, rien que ces débuts, c'est quelque chose qui finit par presque on est un peu hanté par une pièce comme ça. Oui, et oui, je l'ai joué plusieurs fois dans sa version acoustique, avec électronique aussi, avec les résonateurs et il y a un aspect oui, un défi, c'est vrai d'être confronté à ces difficultés. Tout à l'heure, on parlait du fait d'être solide. Oui, il faut une certaine solidité, une certaine capacité de concentration, une certaine capacité à prendre du recul par rapport aux choses, parce qu'effectivement, le moment de la création peut être un moment de beaucoup de tension, justement, avec le compositeur qui est là, des partitions qui sont arrivées trop tard, des choses qui ne marchent pas. Effectivement, c'est des choses un petit peu particulières. Oui, je crois que si on est là-dedans en tant qu'interprète, c'est qu'on a envie de cette expérience musicale et de cette expérience humaine aussi. Parce que finalement, aussi, c'est quelque chose qui pour moi est assez clair. J'avais envie de côtoyer des créateurs. J'avais vraiment envie de rencontrer des compositeurs, de partager un peu cet univers un peu parfois un peu fou, parfois un peu extrême, parfois quand même très égocentrique, des gens qui sont capables pendant 2 heures de te parler de ce qu'ils ont en train de faire et comment ils voient les choses, etc. Donc maintenant j'ai côtoyé beaucoup de compositeurs, des jeunes, des plus âgés, etc. Et ça me fascine toujours, cette énergie créatrice. Moi qui jamais de ma vie je n'écrirai une note de musique, parce que c'est vraiment pas ma démarche, mais ça me fascine. Même je me rappelle assez jeune d'être fascinée par j'ai regardé une partition d'orchestre, je me disais mais comment c'est possible que tout ça soit dans la tête de quelqu'un et qu'il soit capable de le mettre par écrit. Je me rappelle, j'ai regardé la partition du Sacre, je me disais mais par quel miracle on parvient à ce qu'il n'y ait rien et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard il y a ça. C'est hallucinant quand on y pense. Évidemment c'est pas une seule personne, c'est des siècles qui ont produit ces sommets des créations qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez écouté Musicien, une série de podcasts composés. Production F Studio F. Conception et composition Eric Maestri.